Bonjour à tous, je suis Valérie Follon, déléguée générale de la SFEN et j'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau webinaire consacré au bilan prévisionnel de RTE 2025-2035. Et donc j'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier Houvenagel, tu me diras, qui est le directeur économie du système électrique chez RTE et donc qui a piloté cette étude. Donc RTE a publié en décembre dernier ce bilan prévisionnel 25 qui actualise les perspectives pour le système électrique à l'horizon 2035. Il a été établi en concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur énergétique, dont la SFEN. Il a permis d'éclairer la préparation de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été publiée la semaine dernière. Donc, quelles sont les nouvelles trajectoires de consommation électrique à l'horizon 2035? Quels sont les principaux leviers d'électrification? Quels sont les différents rythmes de développement des filières de production et quelle place pour le nucléaire dans le système électrique aux horizons 2030, aux horizons 2035? Donc voilà, toutes les questions qu'on a posées à Olivier. Alors, comme d'habitude, Olivier va commencer par une présentation qui va durer environ une demi-heure. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, puisqu'après, donc, sa présentation sera suivie par une série de questions. Donc, je vous rappelle le process pour poser des questions. Vous avez en haut de votre écran un petit onglet Q&R. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. Et non seulement vous pouvez poser vos questions par écrit, mais vous pouvez voter pour des questions qui ont déjà été posées. Donc, pour ça, pour voter, c'est la petite flèche vers le haut. Voilà, et non pas le petit icône, hein, voilà, pour que vos votes soient comptabilisés. Et moi, je prendrai les questions en fonction du nombre de votes. Voilà, donc, c'est les questions les plus populaires qui seront posées en premier. Voilà, donc sans plus attendre, je passe la main à Olivier. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci Valérie pour cette introduction et pour l'invitation à venir présenter devant vous. C'est un plaisir d'avoir cette opportunité-là et puis de manière générale, comme m'a dit Valérie, de pouvoir échanger avec la SFEN tout au long du processus d'élaboration de ces travaux prospectifs. C'est important pour nous d'avoir des trajectoires qui permettent vraiment d'éclairer le débat public et qui donc s'appuient sur les remontées, les informations de l'ensemble des acteurs, notamment les acteurs du nucléaire. Donc j'ai effectivement prévu de vous présenter quelques diapositives, quelques grands enseignements de nos scénarios, de nos nouveaux scénarios à l'horizon 2035 et je serai à disposition pour répondre à vos questions à l'issue. Alors, il faut juste que je fasse une petite manip pour passer les slides. J'espère que ça fonctionnera. Donc, très rapidement, pour rappeler un petit peu le cadre général dans lequel on fait nos travaux et puis distinguer un peu les différents exercices qui sont publiés ou qui sont en cours. Donc, vous le savez certainement, on publie régulièrement ces exercices prospectifs qui portent en fait sur différents horizons. Donc, on avait fait il y a quelques années les futurs énergétiques 2050 pour donner des trajectoires d'atteinte de la neutralité carbone à long terme. Puis ensuite, on avait actualisé la première marche avec des trajectoires à l'horizon 2035, qu'on a de nouveau actualisé dans le bilan prévisionnel 2025. Et en parallèle, on travaille sur l'actualisation des futurs énergétiques 2050 avec une étude, une publication qui est prévue pour la fin 2026 et pour laquelle les travaux sont en cours. Donc, j'en parlerai pas aujourd'hui des trajectoires long terme, mais on aura l'occasion d'en reparler à la fin de l'année. Voilà pour ce cadre un peu général. Et puis, aussi rappeler que dans tous ces exercices prospectifs, le cadre central d'études, c'est celui de la décarbonation profonde de l'économie française. Hein. Donc on part bien de cet objectif-là, qui est un objectif qui doit contribuer à la fois à la lutte contre le changement climatique, évidemment, mais qui est aussi une nécessité en termes d'amélioration de la souveraineté énergétique. Hein. On rappelle évidemment que les importations d'énergie fossile depuis d'autres régions du monde, c'est un point important sur la balance commerciale, sur le déficit commercial de la France. Et donc la décarbonation de l'économie, la substitution des énergies fossiles vers des énergies bas carbone non électricité, c'est aussi un enjeu important de souveraineté énergétique, d'autant plus dans le monde dans lequel on vit. Donc vraiment le cadre général de nos trajectoires, c'est cette décarbonation avec ici quelques objectifs qui sont rappelés.
dans les trajectoires de décarbonation rapide, on passerait d'une part des fossiles dans la consommation d'énergie finale d'environ 60% aujourd'hui à 30-35% en 2035, et une part de l'électricité qui, dans le même temps, croîtrait d'environ 26% à 40-45% d'ici 10 ans. Donc ça, c'est le plus grand défi probablement pour les prochaines années. Je vais en reparler juste après. Mais c'est vraiment, ça doit être une des priorités et un des points de départ de la planification énergétique. Alors, par rapport à cet objectif un peu général, quelques mots sur l'état des lieux, des tendances actuelles et là où on en est, même si je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé dans la presse et puis à l'occasion de la publication de la PPE qui a été présentée par le gouvernement la semaine dernière. L'état des lieux, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une situation où la consommation d'électricité stagne et surtout, le plus important ou le plus inquiétant, c'est surtout que la part de l'électricité dans la consommation d'énergie finale, elle stagne depuis environ une quinzaine d'années. Donc vous voyez sur ce graphique hein, la part des différentes énergies, et notamment la part respective de l'électricité et des énergies fossiles. Alors la part des énergies fossiles tend à décroître très légèrement, mais c'est encore un rythme très lent. Et dans le même temps, la part de l'électricité n'augmente pas, alors qu'en fait, comme je l'ai présenté juste avant, c'est un des leviers très importants pour la décarbonation de l'économie. Et on voit qu'en fait, malgré ce qu'on peut entendre sur le véhicule électrique ou sur l'électrification dans l'industrie, dans les bâtiments, on est aujourd'hui sur une tendance de très fort retard sur l'électrification. Donc, que la consommation d'électricité dans l'absolu n'augmente pas, c'est pas en soi un problème. En revanche, qu'on n'ait pas vraiment engagé ce mouvement de bascule des énergies fossiles vers l'électricité, ça, c'est un problème à terme pour notre stratégie de décarbonation. Dans le même temps, vous savez aussi que probablement que la production d'électricité a retrouvé des niveaux plus favorables en France, et notamment la production d'électricité bas carbone, avec le retour d'une disponibilité du nucléaire à des niveaux plus favorables, alors qui ne sont pas exactement ceux des années 2000 ou 2010, mais qui nous ramènent à des niveaux de production nucléaire qui sont proches de ceux d'avant-crise. Et dans le même temps, on a un développement des renouvelables qui s'est accéléré au cours des dernières années. On avait, il y a 3 ans, quand on avait fait le précédent bilan prévisionnel, on avait quelques inquiétudes hein, sur la disponibilité de la production d'électricité bas carbone au cours des prochaines années, des prochaines décennies pour accompagner l'électrification. Bon, bah là, aujourd'hui, quand on fait le bilan 3 ans après, on est dans une situation très favorable de ce point de vue-là, puisque on a retrouvé des niveaux de production d'électricité bas carbone qui sont très importants et qui nous permettent d'être rassurés quant à la disponibilité de cette électricité bas carbone pour accompagner l'électrification des usages. Donc on en arrive finalement dans une forme de surcapacité hein, qui est au moins transitoire, où on produit beaucoup plus d'électricité que ce qu'on consomme. C'est un phénomène qui n'est pas inédit, puisque quand on regarde un peu sur l'historique long, ce qui est représenté un peu sur cette diapositive et ce graphique, on voit que dans les années 2000 notamment, on avait déjà connu ces situations de surcapacité qui se traduisent en fait assez directement par des exports importants d'électricité vers les autres pays européens, notamment puisque comme on a une électricité qui est bas carbone et qui est compétitive sur le marché de l'électricité européen, elle peut être exportée assez facilement. Et donc, on a battu en 2024 un record d'export, et c'est encore le cas en 2025. On a atteint 92 TWh d'export d'électricité vers les pays voisins, sachant qu'avant 2024, hein, le précédent record datait de 2002. Hein, donc, c'est vraiment, on est sur des situations qui sont comparables à celles des années 2000 du point de vue de la surcapacité aujourd'hui. Alors, les conséquences directes de cet épisode de surcapacité, c'est, comme je l'ai dit, le premier, c'est qu'on a des exports qui sont très significatifs. Et le deuxième effet, c'est qu'on a aussi, le deuxième effet, pour le coup assez favorable, c'est qu'on a des prix de gros qui sont très compétitifs et qui ont beaucoup baissé, donc qui sont favorables pour la facture de tous les consommateurs, mais qui sont aussi un bon signal pour accompagner l'électrification, alors à condition que
que ce prix compétitif de l'électricité se traduise dans les factures qui sont effectivement payées par les consommateurs. Mais voilà, c'est quand même un effet qui est assez favorable. Là encore, quand on se positionnait il y a 3 ans dans une situation où on était encore commencé à sortir de la crise, mais on était encore sur des niveaux de prix de gros qui étaient très élevés. Aujourd'hui, on est dans une situation plus favorable de ce point de vue-là pour accompagner l'électrification et pour amortir les factures. Et un des changements importants qu'on a vu sur le marché de l'électricité ces dernières années, hein, qui traduit cette disponibilité, cette abondance de la production d'électricité bas carbone en France, c'est qu'on a des prix de gros de l'électricité qui sont désormais nettement inférieurs à ceux de l'Allemagne et qui sont même passés inférieurs à ceux de l'Espagne, qui historiquement est un des pays qui a les pays les plus faibles d'Europe. Donc on est vraiment dans une situation favorable pour accueillir des nouveaux usages. Et quand on se compare d'ailleurs à nos homologues européens, il y a pas mal de nos homologues qui rêveraient un peu dans cette situation-là, d'avoir des prix bien plus faibles pour essayer de stimuler la compétitivité de l'économie, enfin de leur économie, et pour stimuler l'électrification. Quelques autres conséquences favorables, c'est que on a aujourd'hui un niveau de risque sur l'approvisionnement hivernal qui est historiquement faible. Donc quand on fait nos analyses de passage de l'hiver, désormais, on est sur des niveaux de risque qui sont incomparables, qui sont extrêmement faibles au regard de ce qu'on a connu, notamment à la fin des années 2010 et puis au début des années 2020, quand on a passé les différentes crises, hein, la crise du Covid et la crise énergétique qui avait pas mal affecté la disponibilité du parc de production en hiver. Donc voilà, on est sur un niveau de risque qui est très favorable et ça nous donne plus de résilience à la fois à des événements météorologiques. On a connu en début d'année une vague de froid qui a assez peu parlé du point de vue de l'approvisionnement en électricité, puisqu'en fait il y avait très peu de risques. Et dans le même temps, ça nous donne aussi plus de résilience par rapport à des nouveaux chocs éventuels sur le parc de production. Si jamais on a un nouvel aléa sur la disponibilité du parc nucléaire, ou si jamais on a une très mauvaise année en termes d'hydraulicité, et ben, le système électrique est aujourd'hui plus résilient qu'il y a quelques années pour assurer l'approvisionnement en hiver. Donc c'est là aussi une situation qui est assez avantageuse pour accompagner l'électrification, puisqu'on a beaucoup moins d'inquiétudes pour les prochains hivers et qu'on a aussi moins de risques d'arbitrage entre sécurité d'approvisionnement et sûreté nucléaire. Ça, c'était une inquiétude qui avait notamment été beaucoup évoquée par l'ASN il y a quelques années et qui aujourd'hui est en large partie écartée pour les prochaines années. Alors, même si la sécurité d'approvisionnement hivernale est assez largement sous contrôle et présente peu de risques, on voit qu'aujourd'hui, les situations les plus problématiques pour l'exploitation du système ont un peu basculé et se situent désormais lors des périodes d'abondance de production, ou ce qu'on appelle dans notre jargon les périodes de faible consommation résiduelle, c'est-à-dire la consommation diminuée de toute la production renouvelable fatale. Donc, typiquement, lors des périodes de printemps et d'été en milieu de journée, lorsqu'on a beaucoup de production photovoltaïque, non seulement en France, mais aussi dans tous les pays voisins, hein, ce qui donc conduit à une situation d'abondance de production d'électricité assez généralisée en Europe. Dans ces cas-là, on a des situations d'exploitation particulières à gérer, notamment pour équilibrer la production et la consommation, hein, le but étant de ne pas avoir d'avoir à tout moment un équilibre parfait entre la production et la consommation, et ça implique donc aussi dans ce type de situation de pouvoir baisser de la production pour assurer cet équilibre. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de moyens qui participent à cet équilibrage, et les énergies renouvelables participent de manière croissante aux mécanismes de marché, réagissent aux signaux de prix de marché, puis participent aux mécanismes d'équilibrage. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En revanche, on voit qu'on a besoin d'encadrer plus clairement, notamment la participation des ENR aux mécanismes de marché. On a connu l'année passée des situations dans lesquelles, lorsqu'on passe d'un signal de prix
spot positif, légèrement positif, par exemple 1 euro par mégawattheure, un signal de prix spot négatif, même très légèrement négatif, hein, moins 0,1 euro par mégawattheure, on se retrouve avec une variation très, très importante et très, très synchronisée en fait de la production renouvelable qui est incitée à sécréter à ces moments-là. Et donc on peut perdre jusqu'à 10 gigawatts de production sur ces périodes-là, ce qui n'est pas un problème en termes d'approvisionnement, mais ce qui est un sujet en termes de gestion des variations très, très rapides de production. Donc on a aujourd'hui un gros programme de travail avec les acteurs du système et puis avec l'État et le régulateur, hein, la CRE, pour mieux encadrer le fonctionnement des moyens dans ces périodes-là et puis aussi pour avoir plus de leviers qui participent à l'équilibrage du système. Alors j'en viens après cet état des lieux déjà assez important à nos projections concrètes pour les 5 à 10 prochaines années. Et en commençant évidemment par le paramètre qui va être le plus dimensionnant pour l'équilibre du système électrique ces prochaines années, c'est de savoir comment va évoluer la demande en électricité. Donc je l'ai dit, hein, la demande d'électricité depuis quelques années, elle stagne, après avoir baissé d'ailleurs de manière significative pendant les différentes crises, et notamment pendant la crise énergétique. Donc on est aujourd'hui dans une situation où la France devrait s'électrifier, mais cette électrification tarde à se concrétiser. Et donc c'est pour ça qu'on a étudié dans le nouveau bilan prévisionnel 2 grandes trajectoires d'évolution de la consommation à l'horizon 10 ans. Une trajectoire de décarbonation rapide, hein, la trajectoire verte, qui correspond finalement à l'atteinte des objectifs publics. Hein. Donc c'est vraiment une trajectoire dite prospective. On part de l'atteinte des objectifs et on a déduit le chemin qui permet de les atteindre, notamment en termes de consommation d'électricité. On traduit aussi dans cette trajectoire de décarbonation rapide un contexte économique plutôt favorable, donc avec une croissance du PIB et puis avec une légère hausse de la part de l'industrie dans le PIB qui traduit une forme de réindustrialisation réussie. Et dans cette trajectoire, donc on a une croissance assez rapide de la consommation d'électricité qui a atteint environ 510 TWh en 2030 et 580 en 2035, hein, comparé aux 450 aujourd'hui. Donc on est sur une trajectoire d'augmentation assez rapide. Comme il y a évidemment des incertitudes par rapport à la concrétisation des projets d'électrification qui seraient nécessaires pour atteindre les objectifs publics, et puis au fil de la concertation avec l'ensemble des parties prenantes, on a introduit dans ce bilan prévisionnel une nouvelle trajectoire de décarbonation lente qui, par définition ou par construction, n'atteint pas les objectifs publics, hein, et dans laquelle on a aussi intégré un cadre économique plus dégradé, donc avec une croissance du PIB plus faible, par exemple, et puis avec aussi moins d'industrie. Et donc là, on est sur des niveaux de consommation d'électricité qui restent en croissance, hein, donc ce n'est pas des scénarios de renoncement total aux objectifs climatiques, mais on est sur une croissance qui est beaucoup plus lente de la consommation d'électricité par rapport aux trajectoires cibles, notamment qui correspondraient à l'atteinte des objectifs publics. Alors, on avait déjà étudié dans nos précédentes études des trajectoires de retard de l'électrification, mais dans ce bilan prévisionnel et compte tenu des tendances récentes, on a quand même ajusté un peu à la baisse les différents scénarios. Et on a aussi, alors c'est pas ici, c'est pas restitué de manière très précise, mais on a aussi étudié des tests de sensibilité, notamment ce qui se passerait en cas de stagnation de la consommation d'électricité jusqu'en 2030. Alors, au-delà de ce en quoi on peut croire ou pas en termes de prospective de la consommation d'électricité, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a aujourd'hui beaucoup de projets d'électrification qui existent. Donc on a un retard dans la concrétisation de l'électrification, mais on a dans le même temps énormément de projets, notamment qui ont sécurisé un accès au réseau de transport d'électricité. Donc ça veut dire que c'est des projets qui ont déjà signé et qui ont contractualisé, à qui on a promis un accès au réseau de transport pour les prochaines années. Vous voyez que ces projets, ça représente environ 30 gigawatts de capacité d'accès, rien que pour le réseau de transport, hein, donc le réseau à haute tension et très haute tension.
Ça n'inclut pas tout ce qui se passe sur le réseau de distribution. Et 30 gigawatts de capacité d'accès, si jamais tous ces projets se réalisaient, ça représente un potentiel de croissance de consommation d'électricité énorme, de l'ordre de 200 TWh, et qui est bien au-dessus des trajectoires qu'on a étudiées. Donc après, évidemment, on se doute que tous ces projets ne se réaliseront pas, puisqu'en fait, une partie de ces projets sont soit concurrents, soit portés par les mêmes acteurs qui ne les développeront pas tous en même temps. On a des incertitudes sur le développement du marché de l'hydrogène bas carbone qui pourrait prendre un peu de retard par rapport à ce qui était imaginé, envisagé initialement. Donc voilà, il y a plein de raisons qui font que, évidemment, tous ces projets ne se réaliseront pas, ou en tout cas pas tous dans les temps qu'ils avaient annoncés. Mais ça montre quand même que ces trajectoires de croissance de la consommation d'électricité, ce n'est pas que de la prospective, hein, c'est adossé à des projets concrets, et que la question de savoir par rapport à quelle trajectoire de consommation on doit dimensionner le système, en fait, c'est une question de savoir à quel point on croit à la concrétisation de tous ces projets et à quel point on veut aussi faire en sorte qu'ils se réalisent. Vous voyez d'ailleurs aussi au passage que ces projets, ils touchent différents secteurs, à la fois dans l'industrie manufacturière, dans l'hydrogène et ses dérivés, notamment les carburants de synthèse, et puis dans le numérique et les data centers, qui sont un des segments les plus dynamiques aujourd'hui, avec des projets qui continuent de se multiplier et de contractualiser des accès au réseau. Donc à partir de ça, on sait traduire nos différentes trajectoires d'évolution de la consommation en des indicateurs concrets, secteur par secteur, de ce que ça représente en termes de concrétisation des projets ou d'évolution du rythme par rapport aux tendances actuelles. Alors dans le bâtiment, en fait, je ne vais pas citer tous les chiffres, mais dans le bâtiment, en fait, vous voyez que même si on a un développement important des pompes à chaleur, comme c'est des équipements qui sont assez efficaces et que dans le même temps, on a pas mal d'effets d'efficacité énergétique qui jouent, c'est pas le secteur sur lequel on va avoir une croissance de consommation d'électricité très importante, hein. On est sur des trajectoires qui sont plutôt stables ou légèrement baissières dans tous les cas. En revanche, tous les autres secteurs sont susceptibles d'être en croissance du point de vue de la consommation d'électricité, à commencer par le secteur des transports, évidemment, dans lequel on projette un développement plus ou moins rapide des ventes de véhicules électriques, hein. Donc dans la trajectoire de décarbonation lente, on est sur une légère augmentation des ventes de véhicules électriques par rapport aux tendances récentes, quelque chose qui semble très largement accessible, hein, au vu de l'évolution qu'on perçoit sur notamment 2025. Dans la trajectoire de décarbonation rapide, on est sur un triplement des ventes de véhicules électriques par rapport aux tendances récentes, ce qui correspond aussi aux objectifs de sortie, enfin, ou de fin de vente des véhicules thermiques qui sont prévus en Europe. Mais c'est forcément une inflexion très forte par rapport à aujourd'hui. Et puis dans l'hydrogène, l'industrie et les data centers, on peut traduire les croissances de consommation qui sont adossées à nos trajectoires en des taux de concrétisation des projets. Donc dans la trajectoire de décarbonation lente, on est entre 10 et 30% de concrétisation des projets selon les segments. Et dans la trajectoire de décarbonation rapide, on est plutôt sur de l'ordre de 60% de concrétisation des projets qui ont sécurisé un accès au réseau d'ici 2030. Donc, ça montre que dans la trajectoire de décarbonation rapide, il n'y a pas besoin de faire émerger des nouveaux projets, hein. Donc, on ne considère même pas que tous les projets vont se faire, mais il faut qu'il y ait quand même une bonne partie d'entre eux qui se fassent et qui ne prennent pas trop de retard, ce qui n'est pas exactement la tendance actuelle, hein, évidemment, mais ce qui n'est pas totalement exclu non plus. L'autre paramètre, évidemment, qui est déterminant quand on regarde l'équipe du système électrique, c'est celui du niveau de production qu'on peut projeter dans les prochaines années. Et donc là, on a fait, comme toujours, différents scénarios, différentes trajectoires, hein, d'évolution de la disponibilité du parc nucléaire. Donc là, je me suis concentré ici là, sur les trajectoires de développement des renouvelables, hein, puisqu'on a fait un certain nombre de variantes sur le sujet, mais ce n'est pas le seul paramètre qui joue sur le niveau de production, évidemment. Et dans les trajectoires de développement des renouvelables, on en a testé plusieurs qui vont d'un ralentissement assez important
du développement des renouvelables et notamment du photovoltaïque à une accélération qui traduisait les rythmes les plus ambitieux qui étaient dans les projets de PPE initiaux. Donc voilà, on a fait vraiment cette étude assez extensive de l'impact des différentes trajectoires de développement des renouvelables, hein, sans faire d'impasse par rapport à soit des très forts ralentissements, soit des très fortes accélérations. Et on a croisé ça ensuite avec les différentes trajectoires d'évolution de la consommation. Alors on peut en déduire quand même quelques éléments techniques et économiques, hein, j'y reviendrai un peu dans la suite, mais ce que nos analyses montrent, c'est que dans l'ensemble, le rythme R1, donc qui se base sur un quasi-moratoire pour les énergies renouvelables, il est insuffisant si jamais on veut alimenter les besoins d'une trajectoire de décarbonation rapide à l'horizon 2035. Hein. Donc il y a un risque qu'en freinant très fortement, on se retrouve à un moment donné à être un peu juste en termes d'électricité bas carbone pour accompagner l'électrification des usages. À l'inverse, le rythme de développement R4, lui, il est facteur de surcoût significatif, a fortiori dans une trajectoire de décarbonation lente dans laquelle la consommation d'électricité n'augmenterait pas. Donc, je vais justement détailler un peu ces différents aspects en essayant de resituer comment se comportent nos différents scénarios sur le plan technique et économique. Alors du point de vue technique, ce qu'on voit en croisant les différentes trajectoires, et notamment ce qui nous a beaucoup occupé, c'était d'essayer d'étudier ce qui se passerait dans une situation où la consommation d'électricité augmenterait très lentement et où on continuerait à développer la production d'électricité bas carbone. Dans ce type de configuration, on se rend compte qu'en fait, on ne pourrait pas exporter beaucoup plus d'électricité que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc dans nos simulations, on arrive à des niveaux de solde exportateur de l'ordre de 80 à 110 TWh, donc des ordres de grandeur à peu près similaires à aujourd'hui, même si on développait encore la production d'électricité bas carbone. Et ça s'explique notamment parce qu'en fait, il y a de moins en moins de débouchés économiques sur le marché de l'électricité européen, notamment à certaines périodes dont j'ai parlé tout à l'heure, en milieu de journée, au printemps et à l'été. On pourrait techniquement exporter plus d'électricité, mais en fait, ça ne trouve pas preneur sur le marché de l'électricité européen, puisqu'on a beaucoup de production aussi dans les autres pays. Et donc, on n'a pas d'espace économique pour des exports supplémentaires. Donc forcément, si dans ce type de configuration, hein, si la consommation d'électricité n'augmente pas ou n'augmente que faiblement, que la production d'électricité bas carbone augmente, elle, à un rythme soutenu, et que dans le même temps, on ne peut pas exporter beaucoup plus, bah forcément, ça induit un besoin de modulation plus important des moyens de production en France, à commencer par la modulation du parc nucléaire, qui pourrait être beaucoup plus sollicité qu'aujourd'hui. Et donc, dans les scénarios de décarbonation lente, on arrive à des niveaux qui sont de l'ordre de 40 à 50 TWh de modulation pour absence de débouchés économiques à l'horizon 2030, ce qui est très significatif par rapport à aujourd'hui, et ce qui aurait donc un impact sur la production nucléaire annuelle. Alors évidemment, le parc de nucléaire, il a toujours modulé, enfin, ça fait un certain nombre d'années qu'il module, et donc, quoi qu'il arrive, dans nos scénarios, on représente le fait qu'il y a entre une vingtaine ou une trentaine de TWh de modulation du parc nucléaire chaque année. Mais si on est sur ces trajectoires de décarbonation lente, bah, ces volumes-là pourraient augmenter. Alors, le nucléaire n'est pas le seul à moduler plus. Hein, dans ce type de configuration, on a aussi une augmentation du volume de modulation des renouvelables, hein, des écrêtements renouvelables, avec un doublement ou un triplement de ces écrêtements par rapport à 2025. Et puis, dans certains cas, dans certaines situations, un besoin de pouvoir écrêter beaucoup plus profondément les énergies renouvelables que ce qu'on voit aujourd'hui sur le système électrique. Alors, à l'inverse, hein, dans un scénario de décarbonation rapide, ça se passe mieux, puisqu'on est sur des niveaux de modulation plus faibles et qui sont plus comparables au niveau actuel, hein, avec plutôt de l'ordre d'une vingtaine de TWh, enfin, ou une vingtaine de TWh de modulation du nucléaire dans ce type de configuration. Et un point important, c'est que, enfin, qui est pas illustré sur cette diapositive, mais qui est important dans nos études, c'est que
La capacité de modulation du nucléaire, elle va être plus fortement sollicitée très probablement au cours des prochaines années. Enfin, elle l'est déjà aujourd'hui, mais ça peut aller encore en croissance. Pas seulement du fait du développement, enfin des choix qu'on fait sur le rythme de développement des renouvelables en France, mais aussi du fait de ce qui se passe à l'étranger, puisqu'on a des pays des pays voisins qui décarbonent aussi leur système électrique et font croître leur production renouvelable. Donc tout ça a un effet sur le fonctionnement du système électrique à l'échelle européenne et donc sur le fonctionnement des moyens de production d'électricité en France, notamment le nucléaire. Alors sur le plan économique, alors je passe rapidement parce que je vois que j'ai déjà à peu près écoulé mes 30 minutes de présentation. Euh, la conséquence d'une situation de surcapacité, c'est qu'on va avoir un niveau de production d'électricité élevé à amortir hein, sur une consommation qui va être qui va stagner ou qui va être en tout cas plus faible qu'en cas de décarbonation rapide. Et donc forcément, quand on regarde le coût de l'électricité en euros par mégawattheure, on se retrouve avec un surcoût en cas de décarbonation lente ou de stagnation même de la consommation d'électricité. Et ce surcoût, on l'a chiffré à peu près 7 à 10% dans nos trajectoires. Donc c'est significatif. Mais après, on peut le comparer quand même à ce qui se passe dans une situation dite de sous-capacité, hein, d'inquiétude sur la sécurité d'approvisionnement, comme on l'a vécu typiquement en 2022-2023. Et là, on se rend compte que le surcoût qu'on a vécu à cette période-là, il était plutôt de l'ordre de plus 40%. Donc on est sur des ordres de grandeur beaucoup plus importants. Alors après, c'est difficile de comparer les différents phénomènes, hein, sachant que la surcapacité, elle peut se prolonger sur plusieurs années. La situation de sous-capacité, elle a été plus temporaire, mais voilà, ça montre qu'il n'y a pas forcément symétrie dans les coûts associés aux différentes situations, sachant qu'en plus, au-delà des impacts sur le coût complet de l'électricité, la situation de crise énergétique a généré aussi des prix très élevés qui ont probablement fait fuir une partie de la demande électrique, notamment dans l'industrie. Et donc, ça a aussi des conséquences sur le long terme. Quand on fait le bilan de tous ces différents indicateurs techniques et économiques et qu'on croise l'ensemble des trajectoires de décarbonation et de rythme de renouvelables, on se rend compte, un des enseignements importants, c'est que ce qui a le plus d'effet pour améliorer le fonctionnement technique et les enjeux, enfin, et le coût du système électrique, c'est vraiment de réussir à passer de la trajectoire de décarbonation lente à la trajectoire de décarbonation rapide, c'est-à-dire à accélérer l'électrification dans tous les secteurs et à accélérer la concrétisation des projets dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand on regarde les différents indicateurs hein, sur le coût complet ou sur le volume de modulation du nucléaire et des renouvelables, c'est vraiment ce levier-là qui a le plus d'effet, d'autant qu'après, en plus, je l'ai dit en introduction, c'est aussi ce qui nous permet d'améliorer très largement la souveraineté énergétique de la France, et c'est ce qui permet aussi de diminuer rapidement les émissions de gaz à effet de serre. On a la chance en France d'avoir une disponibilité importante d'électricité bas carbone et compétitive. Donc il faut qu'on tire parti de cet avantage pour vraiment accélérer et engager l'électrification et la réindustrialisation au cours des prochaines années. Alors le lissage du rythme de développement des renouvelables, il a aussi un effet, hein, évidemment, sur les indicateurs techniques et économiques, mais évidemment, il a d'une ampleur d'une ampleur moindre. Et puis, c'est évidemment un levier à manier avec précaution pour éviter les effets de stop and go qui peuvent être un peu préjudiciables sur le long terme pour nos trajectoires de décarbonation profonde. Mais voilà, on a bien documenté hein, dans nos analyses l'effet aussi de ce type de levier qui peut être mobilisé. Et donc pour finir, hein, pour nous, l'enjeu, c'est quand on se reprojette un peu sur un cap de long terme, c'est de pouvoir trouver les moyens de gérer à court et on va dire au cours des 10 prochaines années l'épisode de surcapacité, en adaptant les modes d'exploitation du système, et puis sans fragiliser les filières industrielles qui vont être nécessaires à long terme. Puisque à long terme, si on garde le cap d'une stratégie de décarbonation profonde de la France, on voit qu'on va avoir besoin de plus d'électricité, hein, de probablement beaucoup plus d'électricité. Et donc, il faut garder ce cap de long terme quand on réfléchit à la planification énergétique, y compris des prochaines années.
Donc voilà un peu pour les grands messages du bilan prévisionnel 2025 et je crois que je vais m'arrêter là et on peut passer à la partie questions si vous en avez. Valérie m'a dit qu'il fallait que je m'attende à beaucoup de Alors, questions. il y Donc en a beaucoup, je il y suis en a prêt. beaucoup. Voilà, donc je voulais, avant de commencer à poser des questions, dire qu'en fait, c'est un très gros rapport, en fait, sur lequel il y a plusieurs chapitres publiés. Donc, de mémoire, le résumé exécutif fin décembre, mais aussi début janvier, des détails en fait sur les slides que tu as présentés et que la semaine a publié hier son papier de position, enfin papier de position assez détaillé sur la PPE et qu'on s'est beaucoup appuyé sur les données du rapport d'RTE ainsi que bien sûr le rapport EDF dont plusieurs personnes parlent. Voilà. Donc la première question, c'est est-ce que tu peux revenir sur l'événement du 1er avril 2025 ? Donc je crois que la première fois qu'on en a entendu parler, c'était le président de RTE en septembre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est passé près du blackout? Alors le 1er avril, c'est-à-dire le moment où on a eu cette variation importante de 10 gigawatts. Oui. Alors cet événement, c'est pas un événement comment dire inédit ou isolé. C'est-à-dire qu'en fait, depuis un certain nombre d'années maintenant, les énergies renouvelables sont incitées à s'arrêter. Alors une partie, hein, mais notamment les grands parcs qui sont sous complément de rémunération, ont une très forte incitation à s'arrêter lorsque le prix devient négatif. Parce qu'en fait, lorsque le prix de l'électricité devient négatif sur le marché, ça veut dire qu'on a beaucoup d'électricité, on a plutôt un surplus d'électricité, et donc il est à ce moment-là rationnel, enfin, d'arrêter un certain nombre de moyens. Donc, c'est quelque chose qu'on voit depuis plusieurs années maintenant, hein, mais qui est un phénomène plutôt croissant, puisqu'en fait, au fur et à mesure qu'on développe les énergies renouvelables, bah, le volume de production qui s'arrête lorsqu'on passe de prix positif à un prix négatif a augmenté. Et donc, le sujet, c'est qu'on a ces variations qui sont sur quelques minutes à peine de production qui peuvent être très importantes. Mais encore une fois, ce n'est pas un événement isolé et c'est un événement auquel on s'attendait et qu'on se prépare hein, au sein de RTE. Donc, en fait, lorsqu'on voit la veille pour le lendemain que le prix spot va passer négatif sur une période donnée, on sait anticiper le fait qu'il va y avoir plusieurs gigawatts ou jusqu'à une dizaine de gigawatts susceptibles de s'arrêter en quelques minutes. Et donc, on a des modalités d'exploitation qui sont adaptées. Donc, nos dispatchers s'adaptent à cette information-là et prennent des leviers pour limiter les déséquilibres. Donc, on n'a pas du tout frôlé le blackout hein, le 1er avril 2025 et on n'a pas ni à un autre moment. Simplement, c'est forcément un peu plus contraignant de faire face à ces variations assez brutales de production. Si jamais en plus elles continuent de croître, bah, ça va faire des variations qui sont encore plus importantes et qui dépassent assez largement les réserves qu'on a à disposition pour gérer les déséquilibres sur le système électrique. Donc c'est pour ça que pour nous, il y a un intérêt très fort à pouvoir lisser les arrêts. Donc, il faut garder le principe de pouvoir arrêter de la production lorsqu'on en a trop. En revanche, il faut qu'on puisse lisser et encadrer ces arrêts avec des principes de rampe ou avec des principes d'échelonnement des arrêts. C'est ce à quoi on travaille avec l'ensemble des acteurs du secteur. Ok, merci beaucoup. Donc, une question qui est un peu en relation aussi, c'est quel est le socle minimum de nucléaire pour assurer la fréquence et l'attention des réseaux au regard des massifs projets ENR? Alors, c'est difficile de dire, enfin, de donner quel est le socle, surtout en fait, quand on regarde le réseau, il y a différents services, hein, enfin, services, en tout cas, différentes grandeurs dont il faut assurer la stabilité, l'équilibre. Donc, sur la tension, par exemple, on est plutôt sur un phénomène local, donc en fait, enfin local ou en tout cas régional. Donc on va regarder plutôt la disponibilité de moyens qui peuvent régler la tension dans différentes zones. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le nucléaire hein, qui peut contribuer au réglage de la tension. Donc c'est difficile
donner un chiffre sur le volume de moyens nucléaires qui est nécessaire pour faire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la question du réglage de la tension est un des points d'attention importants pour nous en ce moment et au cours des prochaines années. On a des sujets dans le sud-ouest, par exemple, qui nous amènent parfois à s'assurer qu'on a suffisamment de moyens qui permettent de régler la tension dans cette zone-là, et notamment des réacteurs nucléaires. S'agissant du maintien de la fréquence, c'est difficile à dire. De manière générale, la fréquence, elle est assurée par l'équilibre entre production et consommation. Donc c'est ça qui est le plus déterminant pour nous pour maintenir la fréquence. Ok, alors j'ai une question assez longue. Depuis la sortie du BP25, donc EDF a publié donc lundi dernier l'étude sur la modulation du parc nucléaire. On y voit que la croissance de la modulation ne pose pas seulement des problèmes économiques, mais aussi de fortes contraintes d'exploitation pour EDF. Donc EDF évoque des contraintes fortes, voire dimensionnantes. Il rappelle même que le chef d'unité reste décisionnaire pour valider ou non un changement de puissance demandé par RTE. Donc, comment RTE envisage-t-il de prendre en compte ce rapport dans ses prochaines études, notamment l'actualisation des futurs énergétiques? Alors, nous, on est en train de lire avec attention et de décrypter dans le détail ce fameux rapport d'EDF sur la modulation qui est très utile pour nous pour essayer de se projeter sur les conséquences de la modulation, puisque effectivement, la capacité de modulation du nucléaire au cours des prochaines années peut avoir, selon l'hypothèse d'évolution de cette capacité, cette faculté de modulation, ça peut avoir un impact important sur l'équilibre du système électrique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans notre bilan prévisionnel, alors je l'ai pas présenté là parce que on n'avait pas beaucoup de temps, mais on a étudié aussi différentes variantes sur la faculté de modulation du nucléaire, en se projetant aussi dans un monde où le nucléaire ne modulerait pas plus qu'aujourd'hui, pour différentes raisons. Alors, on a fait cette hypothèse avant d'avoir le rapport d'EDF sur la modulation, mais on savait déjà qu'il pouvait y avoir des contraintes qui s'appliquent sur la faculté de modulation et qui sont d'ailleurs des contraintes effectivement d'ordre parfois technique, parfois organisationnel. Donc on s'est projeté sur ce type de configuration et c'est restitué dans les documents qu'on a publiés. Ce qui se passe globalement, si jamais les réacteurs nucléaires peuvent pas moduler plus qu'aujourd'hui, c'est qu'on va se retrouver essentiellement à moduler plus d'énergie renouvelable et également à exporter plus d'électricité lorsque les prix seront faibles, voire négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand les prix deviennent faibles ou négatifs, il y a forcément plus de réacteurs nucléaires qui modulent à la baisse leur production. Si jamais ils ne peuvent pas le faire, on devra évacuer cette production et donc on l'exportera vraisemblablement vers les autres pays, mais à des prix qui sont très faibles et qui sont négatifs et donc qui peuvent peser sur la valorisation de cette production-là. Alors, certains choix concernant la BPE 3 font débat. Donc, sur quelles données du BP 2025 le gouvernement s'est-il appuyé pour les trajectoires de consommation et de production? Si on regarde en fait ce qu'il y a dans la PPE, finalement, le gouvernement a pris quelles hypothèses? Alors la PPE, alors, pour bien rappeler le cadre de nos missions, nous on fait vraiment l'analyse des scénarios pour éclairer les choix publics, mais évidemment après c'est des choix politiques qui relèvent du gouvernement et des pouvoirs publics, donc nous on n'intervient pas dans les décisions. Quand on regarde ce qui a été publié dans la PPE et qui s'appuie quand même sur les trajectoires du bilan prévisionnel, la trajectoire de consommation qui est visée par le gouvernement, c'est plutôt une trajectoire de décarbonation rapide pour atteindre les objectifs publics en matière de lutte contre le changement climatique et puis pour accompagner l'électrification et la réindustrialisation. Donc sur la consommation, c'est vraiment la trajectoire de décarbonation rapide qui est visée et c'est aussi pour ça que le gouvernement a annoncé un grand plan d'électrification qui reste à préciser et à discuter, mais il y a vraiment une priorité assez forte qui est donnée à l'électrification
étant donné les tendances qu'on a pu présenter dans le bilan prévisionnel. Sur la partie production, je pense que le dossier de la PPE donne assez clairement la comparaison des trajectoires avec celle du bilan prévisionnel 2025. Alors, ça peut être différent selon les filières et puis selon les horizons qu'on regarde, mais dans l'ensemble, la trajectoire retenue, elle est autour de la trajectoire R3 du bilan prévisionnel, donc en gardant un rythme qui est assez dynamique pour les énergies renouvelables, alors qui est quand même d'une certaine manière un lissage par rapport aux tendances très récentes, notamment sur le photovoltaïque, hein, puisque sur le photovoltaïque, on a eu plus 6 gigawatts de capacité installée en 2025. Et la PPE prévoit un rythme pour les prochaines années qui est plutôt autour de 3 à 4 gigawatts par an, plutôt 3 à 4 gigawatts. Donc ça reste un développement assez rapide, mais qui est un peu plus faible que ce qu'on a vu ces dernières années. Alors justement, le gouvernement lance ce plan d'électrification. Donc, dans combien de temps peut-il vraiment avoir des effets? Alors, c'est une bonne question. Et là, ça dépend évidemment beaucoup des mesures qui sont envisagées et des segments sur lesquels elles portent. Ce qu'on voit aujourd'hui, enfin, ça dépend beaucoup des secteurs. C'est-à-dire que pour les secteurs diffus et notamment le véhicule électrique ou les pompes à chaleur électriques, il y a les effets qui sont assez dimensionnants. C'est évidemment les aides et les subventions qui sont proposées pour ce type d'équipement. On le voit, alors on l'a vu un peu ponctuellement en France, mais on l'a surtout vu dans d'autres pays qui ont fait des mouvements importants sur l'arrêt, par exemple, de subventions, enfin, ou l'arrêt temporaire de subventions aux véhicules électriques. Dès qu'on fait baisser ce type d'aide, ben ça fait chuter les ventes de véhicules. Donc forcément, il y a un enjeu sur les aides à l'achat. Il peut y avoir un enjeu aussi sur la tarification de l'électricité. Et puis au-delà des aspects économiques, il y a aussi un enjeu important à accroître la confiance dans ces équipements électriques, hein. Il y a encore pas mal comment dire, de commentaires négatifs sur le véhicule électrique ou les pompes à chaleur, parfois même de la désinformation, et ça fait partie aussi probablement des leviers qui permettraient assez rapidement de stimuler le développement de cette consommation électrique dans les usages diffus. Pour les projets industriels, on en a beaucoup qui ont signé des contrats d'accès au réseau, mais le gros des projets arrive plutôt entre 2028 et 2030, si tout se passe bien. Donc c'est plutôt nous, à cet horizon-là, qu'on peut voir un mouvement de croissance de la consommation d'électricité si jamais le plan d'électrification est vraiment efficace, donc plutôt à partir de l'horizon 2028. Ok. Alors, j'ai plusieurs questions sur le stockage. Donc, la première, c'est quelle place pour le stockage stationnaire d'électricité dans les scénarios? Et j'en avais une autre un peu plus bas, c'est qu'est-ce qui explique l'apparition oui, intégrez-vous la possibilité de stockage diffus, comme la batterie des véhicules électriques, avant de considérer les écrêtements des renouvelables, et si oui, à quel niveau? Alors, oui, le stockage, et d'ailleurs pas que le stockage, mais aussi la flexibilité de la demande, hein, donc simplement pouvoir déplacer sa consommation au meilleur moment. Tout ça, c'est des leviers qui sont assez favorables pour accompagner les épisodes d'abondance de production d'électricité, hein. C'est d'ailleurs pour ça que on a beaucoup poussé ces dernières années en lien avec Enedis et la Creux pour essayer de déplacer les heures creuses vers le milieu de journée, notamment l'été, ce qui permet aussi de placer de la consommation à ce moment-là et de limiter les écrêtements renouvelables et la modulation du nucléaire dans ces périodes-là. Et le stockage par batterie, évidemment, que ce soit les batteries stationnaires de grande puissance, on va dire, ou des batteries dans les véhicules électriques, permettrait aussi de faire ça, hein, de pouvoir stocker les excès de production d'électricité en milieu de journée et de les restituer à d'autres moments pour éviter de faire tourner des centrales à gaz.
Donc ça, c'est des éléments qui, évidemment, on intègre dans nos scénarios. Après, sur la question du stockage par batterie, la question c'est de savoir si le modèle économique sera suffisant pour faire émerger ce type d'installation. Sachant que les batteries aujourd'hui, elles se développent rapidement, mais elles se développent principalement sur un segment qui est très spécifique, qui est le marché des services systèmes, donc pour faire du réglage de fréquence, et qui est un mécanisme sur lequel il y a une profondeur assez limitée, de l'ordre de 2 gigawatts, 2 à 3 gigawatts. Donc, la question est de savoir si on va avoir des batteries demain qui vont se développer de manière importante pour faire de l'arbitrage entre les périodes creuses et les périodes de pointe sur le marché de l'électricité. Et ça, il y a quand même des incertitudes, puisque selon les scénarios, il n'y a rien d'évident, et notamment dans les scénarios de surcapacité très importante, si jamais on est sur une stagnation de la consommation et que la production d'électricité continue de se développer, on est dans des situations où en fait les prix de l'électricité peuvent être très, très bas pendant des journées, voire des semaines entières. Au printemps et à l'été. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a tellement d'énergie au printemps et à l'été que les prix restent bas toute la journée. Et en fait, les batteries, dans ce monde-là, elles n'ont pas forcément une très forte valorisation, puisque ce dont on aurait besoin comme moyen de stockage, c'est plutôt d'avoir du stockage qui permet de transférer de l'électricité de l'été vers l'hiver. Or, ça, les batteries ne sont pas adaptées à ce type de service-là. Elles peuvent gérer des variations sur quelques heures, mais difficilement au-delà. Donc voilà, il y a des incertitudes sur le modèle économique pour ces batteries stationnaires. Et en fait, ce qu'on voit dans nos analyses, c'est que ces batteries ont probablement plus de valeur dans un monde où il y a de l'électrification et où on a des variations de prix qui peuvent être plus importantes au cours de la journée, notamment l'été et au printemps. Okay. Alors, on a une question sur les exports-imports. Donc, concernant le bilan net export-import en 2025, où il y a eu plus de 90 TWh, comment est réparti le bilan financier entre RTE et les producteurs? Alors, le principe du fonctionnement de ce marché et des échanges aux interconnexions, c'est que lorsque les producteurs peuvent vendre de l'électricité sur le marché de l'électricité européen, donc il y a un couplage de marché, et si jamais les interconnexions ne sont pas saturées, le prix de l'électricité qui va s'appliquer en France peut être déterminé par les échanges avec d'autres pays, et donc les producteurs peuvent se valoriser à un prix qui est le même qu'en Allemagne ou en Espagne. En revanche, lorsque les interconnexions sont saturées sur une heure donnée, on a un différentiel de prix qui se crée, ce qu'on appelle le spread, parfois. Et donc, dans ce cas-là, le prix de l'électricité, il va être, par exemple, faible en France et plus élevé en Allemagne. Et donc, on a une rente de congestion qui est reversée au gestionnaire de l'interconnexion, donc RTE et puis son homologue. Donc, cette rente de congestion, elle est partagée entre gestionnaires de réseau et elle vient en fait se déduire du tarif d'utilisation du réseau de transport d'électricité. Okay. Alors ça, j'ai une question qui est plus une remarque. La consommation des data centers ne doit-elle pas être soustraite de la courbe de consommation appelée décarbonation, car il ne s'agit pas d'un basculement de consommation des fossiles par l'électricité, mais d'une consommation nouvelle? Oui, alors c'est vrai qu'on on parle de trajectoire de décarbonation rapide et de décarbonation lente, mais en réalité, ce n'est pas que la décarbonation qui varie entre ces deux trajectoires. Donc effectivement, il y a aussi différentes hypothèses de croissance économique et il y a différentes hypothèses de croissance des data centers qui ne relèvent pas effectivement de la décarbonation, mais qui relèvent d'une forme de réindustrialisation, en tout cas de souveraineté numérique. Donc en fait, dans la trajectoire dite haute ou de décarbonation rapide, il y a aussi plus de souveraineté numérique, plus de souveraineté industrielle que dans la trajectoire de décarbonation lente.
Et bon, voilà, ce qu'on voit, c'est que le développement des data centers fait certainement débat hein, en France, et d'ailleurs pas que en France. Mais ce qui est sûr, c'est que ça contribue d'une certaine manière à la souveraineté numérique. Et donc, on a des projets qui sont, pour certains, assez largement soutenus et donc qui pourraient se développer dans les prochaines années. Alors, toujours sur cette question des écarts de prix, donc qu'est-ce qui explique aujourd'hui cet écart de prix durable entre la France et l'Allemagne hein, sur les marchés de gros et qui perdure et augmente après la crise? Alors, en fait, le prix sur le marché de l'électricité, hein, à un instant donné, il est déterminé par le prix, ou on va dire le coût marginal du moyen de production le plus cher dont on a besoin pour boucler l'équation production égale consommation. Et donc, historiquement, c'est beaucoup les moyens de production thermique qui déterminent le prix de l'électricité parce qu'on avait souvent besoin d'avoir un peu de centrale au charbon ou au gaz pour assurer cet équilibre-là. Mais avec les évolutions récentes sur la consommation et la production d'électricité, on arrive de plus en plus souvent à des niveaux de prix qui reflètent plutôt les coûts marginaux des moyens de production bas carbone, donc soit les renouvelables, donc autour de zéro, soit le nucléaire autour de quelques euros par mégawattheure. Et donc, en France, on a de plus en plus de moments dans lesquels on n'a pas besoin de moyens thermiques pour boucler l'équilibre et où les prix sont déterminés, enfin sont faibles et sont déterminés par ces moyens renouvelables et nucléaires. Là où en Allemagne, même s'il y a eu un développement assez important des renouvelables ces dernières années, il y a eu aussi dans le même temps la fermeture du parc nucléaire et donc le bouclage de l'équilibre production-consommation en Allemagne repose toujours assez largement sur du charbon et du gaz. Alors il y a certaines périodes où il y a aussi des prix qui sont nuls ou négatifs, mais sinon il y a encore beaucoup de moments où les prix sont déterminés par les centrales à gaz ou au charbon. Et c'est ça qui explique que aujourd'hui, quand on fait le bilan sur l'année, les prix de l'électricité sont en moyenne plus élevés en Allemagne qu'en France et que, vu les tendances auxquelles on s'attend sur les prochaines années, ce différentiel va continuer de perdurer très probablement, sauf nouvelle crise ou révolution, mais voilà, ce spread va continuer à perdurer pendant au moins quelques années. Ce qui est nouveau, c'est aussi que ce qui est nouveau, c'est que le spread soit dans ce sens-là. Hein. On a connu une période pendant laquelle le spread était inversé, c'est-à-dire que les prix étaient plus faibles en Allemagne qu'en France, notamment au moment où il y a eu beaucoup de développement des renouvelables en Allemagne, que le parc nucléaire n'était pas encore complètement fermé, et où à l'inverse, en France, on avait plutôt des niveaux de disponibilité du nucléaire qui avaient assez largement baissé. Là, il y avait un spread qui était inversé, hein, donc on avait plutôt tendance à importer depuis l'Allemagne à certains moments. Mais là, ça s'est assez largement inversé ces dernières années. Merci. Donc, certains proposent une mise sous cocon des centrales nucléaires. Donc, qu'est-ce que vous en pensez à la fois d'un point de vue économique, hein, sur les coûts du système électrique et sur les enjeux de sécurité d'approvisionnement en hiver? Alors, moi, je ne suis pas en mesure de répondre sur l'opportunité ou pas d'une mise sous cocon pour le parc nucléaire. Je pense que EDF aurait certainement beaucoup plus d'éléments pour essayer d'éclairer ce type de décision. Nous, ce qu'on a vu sur d'autres filières et d'autres moyens, parce qu'en fait, des mises sous cocon, on en a beaucoup parlé dans le cas des centrales à gaz dans les années 2010, hein, avec des centrales à gaz qui avaient été assez largement développées en France et en Europe, mais qui avaient du mal à se rentabiliser. Donc, il y a eu des mises sous cocon hein, pour ce type de centrales. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'a priori, ces mises sous cocon ont quand même conduit à maintenir des coûts assez importants, hein, parce que même si la centrale est mise sous cocon, il y a quand même du personnel, de la main-d'œuvre ou des opérations qui sont nécessaires pour garder la centrale opérationnelle sur le long terme. Donc il y a forcément des coûts, même quand on met un moyen sous cocon. Ensuite, il faut faire le bilan de l'équation économique de tout ça. Et ça, évidemment, je ne suis pas du tout en mesure de savoir si c'est pertinent ou pas. Évidemment que sur les prochaines années, si jamais on avait un peu moins de production d'électricité, ce ne serait pas dramatique pour le système, vu ce que j'ai présenté. Hein. On a quand même beaucoup de marge, y compris en hiver,
Donc enfin, si tout reste par ailleurs à peu près stable, on conserverait de la marge. Mais après, la question est de savoir si c'est vraiment pertinent du point de vue économique ou pas, et notamment pour l'exploitant. Ok. En cas de trajectoire de décarbonation lente, quel impact pour le parc nucléaire en termes de modulation? Alors ça, c'est justement ce que j'ai présenté tout à l'heure et qu'on a vraiment documenté dans nos analyses. Enfin, en termes de volume de modulation, et puis on peut aussi documenter ce que ça implique en termes de profondeur de modulation. D'ailleurs, j'en profite pour dire on a publié un certain nombre de résultats, mais qu'il y a encore des documents techniques qu'on doit publier dans les toutes prochaines semaines. Donc, on viendra Ah, d'accord, compléter super. encore les analyses, notamment sur des aspects de modulation pour essayer de préciser un peu les indicateurs. Mais évidemment, en cas de décarbonation lente, on arrive sur des volumes de modulation qui sont de l'ordre de la cinquantaine de TWh à l'horizon 2030, qui peuvent aller même sur des niveaux encore au-delà à l'horizon 2035 si on continue d'avoir une consommation assez peu dynamique et une croissance de la production d'électricité soutenue. Et donc après, la question de savoir quel est l'impact sur l'exploitation du parc pour EDF et sur l'équation économique, ça relève plutôt d'EDF, et c'est là où je pense que le rapport qui a été publié par EDF ces derniers jours apporte vraiment des éléments d'éclairage technique sur les conséquences techniques de cette modulation. Donc voilà, moi, ce que je peux dire à mon niveau. Bon, écoutez, il y a encore plein de questions. Donc, tu vois, Olivier, il faudra que tu reviennes quand tu publieras tes autres données techniques. Donc, malheureusement, je suis obligée d'arrêter là maintenant. Vraiment, merci beaucoup d'être venu. Et puis, bonne continuation pour les autres études que vous menez. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir.